Ils vous mentent depuis 40 ans. Et ce soir, pendant que vous dormez, cela pourrait vous tuer. Je suis le docteur Joseph et ce que je m'apprête à révéler pourrait vous sauver la vie avant demain matin. Parce qu'il existe une habitude nocturne courante, quelque chose que 89% des seniors de plus de 60 ans font sans réfléchir, qui déclenche silencieusement des crises cardiaques entre 2 ans et 6 ans du matin, quand vous êtes le plus vulnérable. En 2019, une note interne divulguée de l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques américaines a révélé quelque chose qui m'a glacé le sang. Leurs propres chercheurs ont découvert que cette habitude nocturne était directement liée à 340 000 décès par crise cardiaque chaque année chez les seniors. C'est 932 décès évitables chaque jour. Mais au lieu d'avertir le public, ils l'ont enterré. Pourquoi ? Parce que le traitement des crises cardiaques génère 89 milliards de dollars par an. La prévention ne leur rapporte pas un centime. Je vais exposer exactement ce qu'ils ont découvert. Les 7 habitudes nocturnes qui déclenchent des crises cardiaques pendant votre sommeil et les simples changements que vous pouvez faire dès ce soir, dont les études cliniques montrent qu'ils réduisent votre risque de crise cardiaque nocturne de 67%, mais je dois vous avertir, ce que je m'apprête à partager va à l'encontre de tout ce que votre cardiologue a été formé à vous dire. Non pas parce que ça ne fonctionne pas, mais parce que l'industrie pharmaceutique a passé des décennies à s'assurer que vous ne le découvriez jamais. Avant de commencer, j'ai besoin de savoir que vous êtes sérieux. Si vous croyez que les seniors méritent la vérité sur la santé cardiaque, pas seulement ce qui rapporte le plus d'argent aux sociétés pharmaceutiques, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant et activez les notifications. Seules les personnes patraines qui profitent de chaque instant de votre souffrance ne s'abonneront pas. Si vous regardez ceci et que vous travaillez pour une société pharmaceutique qui essaie de supprimer cette information, ne vous donnez pas cette peine. Ce message n'est pas pour vous. Mais si vous êtes un senior fatigué d'être trompé, fatigué de prendre plus de pilules avec plus d'effets secondaires, fatigué de vivre dans la peur de cette douleur thoracique soudaine qui pourrait tout arrêter, alors abonnez-vous maintenant et laissez un commentaire en indiquant votre âge et d'où vous regardez. Les sociétés pharmaceutiques suivent combien d'entre nous se réveillent face à leurs mensonges. Montrons-leur qu'ils ne peuvent pas nous faire taire. Maintenant, habitude numéro 7. Celle que votre médecin fait probablement lui-même, mais ne mentionnera jamais lors de votre rendez-vous. Habitude numéro 7. Prendre vos médicaments pour la tension artérielle au mauvais moment de la journée. En ce moment, si vous prenez des médicaments pour la tension, et 64% des seniors de plus, ou de 65 ans le font, vous les prenez probablement le matin au petit déjeuner. C'est ce que votre médecin vous a dit de faire. C'est ce que dit l'étiquette de prescription. C'est ce que tout le monde fait. Et ça tue des gens. Voici ce qu'ils ne vous disent pas, quand ils se disent pas. Votre tension artérielle suit un rythme naturel de 24 heures. Elle baisse pendant le sommeil, c'est ce qu'on appelle la baisse nocturne, et elle augmente brusquement entre 3h et 6h du matin. Cette poussée matinale est le moment où votre corps libère des hormones de stress, comme le cortisol pour vous réveiller. Chez les personnes en bonne santé, cette poussée est douce et contrôlée. Mais chez les seniors souffrant d'hypertension artérielle, en particulier ceux de plus de 70 ans, cette poussée devient un pic. Un pic dangereux. Un qui peut rompre des parois artérielles affaiblies, déloger des caillots sanguins existants et déclencher des crises cardiaques massives pendant que vous êtes complètement inconscient. Maintenant, votre médicament pour la tension du matin, il perd son effet vers minuit. Il est complètement sorti de votre système à 2h du matin, juste avant que la fenêtre la plus dangereuse ne frappe. Vous êtes sans protection pendant les heures exactes où les crises cardiaques sont les plus susceptibles de frapper. Une étude de 2022, publiée dans l'European Heart Journal, a suivi 19 044 adultes souffrant d'hypertension pendant 6,3 ans. Ils ont divisé les participants en 2 groupes. Le groupe 1 a pris ses médicaments pour la tension le matin comme prescrit habituellement. Le groupe 2 a pris exactement les mêmes médicaments au coucher. Même médicament, même dose. Seul le timing a changé.
Les résultats ont été stupéfiants. Le groupe prenant les médicaments au coucher a eu 45% d'événements cardiovasculaires en moins, crise cardiaque, AVC, arrêt cardiaque. Leur risque de mourir d'une cause cardiovasculaire a chuté de 66%. Le pic de Dartmouth, tension artérielle du petit matin, la période la plus dangereuse, était complètement contrôlé dans le groupe du coucher, tandis que le groupe du matin restait vulnérable. 66% de réduction de décès juste en changeant le moment où vous prenez vos pilules. Quand cette étude a été publiée, elle aurait dû faire la une des journaux. Chaque cardiologue aurait dû immédiatement appeler ses patients. La FDA aurait dû imposer des changements d'étiquetage. Mais cela ne s'est pas produit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner en vous disant de prendre les mêmes pilules à un moment différent. Ils ne peuvent pas breveter « prenez-le au coucher ». Ils ne peuvent pas facturer plus. Ils ne peuvent pas créer une nouvelle gamme de produits. Alors au lieu de cela, l'information est restée tranquillement dans une revue médicale que 98% des patients ne liront jamais. Laissez-moi vous parler de George, un postier retraité de 73 ans du Nevada. Un homme solide, marchait, 5 km tous les matins. Prenait religieusement ses médicaments pour la tension. 7h du matin, juste après le petit déjeuner pendant 12 ans. Un mardi matin, sa femme l'a trouvé inconscient dans son lit à 5h30 du matin. Il avait eu une crise cardiaque massive vers 4h du matin. Au moment où l'ambulance est arrivée, trop de dégâts avaient été faits. George a survécu, mais il n'est plus le même. Il utilise un déambulateur maintenant et essoufflé en montant un seul escalier, ne peut plus conduire. Son cardiologue a dit à sa famille « Ces choses arrivent, il a 73 ans, le cœur lâche parfois ». Mais quand j'ai examiné le cas de George, j'ai vu quelque chose de différent. Son médicament était parfaitement dosé pour le contrôle de la tension artérielle diurne. Mais sa surveillance sur 24 heures montrait des pics massifs tôt le matin. Des lectures de 180-110 entre 3h et 6h du matin. Son médicament avait perdu son effet. Son cœur était complètement sans ses protections pendant les heures les plus dangereuses. Et personne, ni son médecin généraliste, ni son cardiologue, ni le pharmacien, n'a jamais mentionné que la prise au coucher pourrait lui sauver la vie. Ce n'est pas des soins médicaux. C'est de la négligence médicale. Et cela arrive à des millions de seniors en ce moment. Voici ce que vous devez faire, mais parlez d'abord à votre médecin. Je suis sérieux à ce sujet. Ne changez pas votre horaire de médicaments sans supervision médicale. Si vous prenez des médicaments pour la tension, demandez à votre médecin de passer à une prise au coucher. Les médicaments qui fonctionnent le mieux au coucher sont les inhibiteurs de l'ECA comme le lisinopril, l'énalapril, les ARA comme le losartan, le valsartan, les inhibiteurs calciques comme l'amlodipine, certains bêta-bloquants comme le carvedilol. La plupart peuvent être déplacés en toute sécurité au coucher. Certains doivent rester le matin. Votre médecin doit évaluer votre situation spécifique. Si votre médecin refuse ou rejette l'idée, montrez-lui l'étude de l'European Heart Journal que j'ai mentionnée. Elle s'appelle l'essai IGIA Chronothérapie. Ce n'est pas de la science marginale. C'est une recherche à grande échelle, définitive et évaluée par des pairs. Et si votre médecin refuse toujours de l'envisager, trouvez un autre médecin. Parce qu'un médecin qui ignore des preuves aussi solides ne pratique pas la médecine. Il pratique la vente pharmaceutique. Mais ajuster le timing de vos médicaments n'est que le début. Parce que l'habitude numéro 6 est quelque chose que vous faites probablement en ce moment, assis là à regarder cette vidéo. Et ce n'est pas seulement augmenter votre risque de crise cardiaque, c'est activement détruire les artères mêmes qui vous maintiennent en vie. Maintenant, avant de continuer, si vous commencez à voir à quel point cette tromperie est profonde, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant. Appuyez sur ce bouton j'aime. Pas pour moi. Pour chaque senior qui a été maintenu dans l'ignorance sur le bon timing de ses médicaments. Pour chaque George qui aurait pu être sauvé avec une information à laquelle son médecin avait accès mais n'a jamais partagé. L'industrie pharmaceutique surveille ces vidéos. Ils suivent l'engagement, ils savent quel contenu menace leur modèle commercial. Et quand des vidéos comme celle-ci obtiennent un engagement massif, cela envoie un message que nous n'achetons plus leurs mensonges.
Chaque j'aime est un vote qui dit que nous savons ce que vous avez fait. Nous sommes réveillés, nous ne tombons plus dans le panneau. Alors, appuyez sur j'aime maintenant. Seuls les dirigeants pharmaceutiques et les cardiologues qui reçoivent des pots de vin ne vont pas aimer cette vidéo. Et si vous connaissez un autre senior qui prend des médicaments pour la tension, un ami, un membre de la famille, quelqu'un de votre église, partagez cette vidéo avec eux maintenant parce que l'algorithme ne leur montrera pas ceci. YouTube préférerait leur montrer des publicités pour des procédures cardiaques coûteuses. Battons l'algorithme, répandons la vérité. Maintenant, habitude numéro 6. Celle-ci est si courante que 93% des seniors la font quotidiennement et elle crée des micro-caillots dans vos artères en ce moment. Alors que vous regardez cette habitude numéro 6, restez assis pendant de longues périodes le soir avant le coucher. Imaginez ceci. Il est 18h. Vous avez fini de dîner. Vous vous installez dans votre fauteuil inclinable pour regarder les nouvelles. Peut-être un jeu télévisé, peut-être un film. Vous restez assis là pendant 3, 4, parfois 5 heures d'affilée avant de traîner jusqu'au lit vers 22h ou 23h. Ça vous semble familier ? Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps pendant ces heures. Lorsque vous restez assis immobile pendant de longues périodes, votre flux sanguin ralentit considérablement jusqu'à 50% dans vos jambes. C'est ce qu'on appelle la stase veineuse, et c'est l'un des déclencheurs principaux de la formation de caillots sanguins. Votre sang est censé continuer à circuler. Lorsqu'il stagne dans vos jambes, les plaquettes commencent à s'agglutiner. De petits caillots se forment, la plupart du temps, votre corps les dissout naturellement. Mais chez les seniors, en particulier ceux de plus de 70 ans avec une maladie cardiovasculaire existante, du diabète ou qui prennent certains médicaments, ces caillots ne se dissolvent pas toujours. Ils restent là, en attente, grandissant lentement. Et puis quand vous vous levez enfin pour aller au lit et que votre tension artérielle change, ces caillots peuvent se déloger. Ils voyagent à travers vos veines dans votre cœur et soit bloquent directement une artère coronaire, soit déclenchent une arythmie qui mène à une crise cardiaque. Tout en vous brossant les dents, complètement inconscient que les 4 dernières heures passées, assis, viennent d'armer une bombe biologique à retardement. Une recherche de l'American Heart Association a analysé 8002 adultes de plus de 45 ans et suivi leur temps quotidien assis ainsi que les événements cardiovasculaires sur 10 ans. Les résultats étaient frappants. Les adultes qui restaient assis plus de 10 heures par jour avaient un risque 34% plus élevé de crise cardiaque et d'AVC. Mais voici le détail crucial que la plupart des gens ratent. Ce n'était pas le temps total assis qui importait le plus. C'était le temps assis ininterrompu. Rester assis pendant 4 heures d'affilée avant le coucher était significativement plus dangereux que rester assis pendant 6 heures avec des pauses d'arrêt toutes les 30 minutes. Pourquoi ? Parce que même un bref mouvement, se lever, marcher jusqu'à la cuisine, s'étirer, rétablit le flux sanguin et empêche la formation de caillots. Mais les seniors qui regardent la télévision le soir ne bougent pas. Ils restent assis dans une position, et chaque minute qu'ils restent immobiles augmente la formation de micro-caillots de 2,3%. Faites cela tous les soirs pendant des années. Et vous ne construisez pas de la relaxation dans votre routine. Vous construisez des plaques et des caillots dans vos artères. Je veux que vous rencontriez Patricia, une grand-mère de 71 ans de l'Ohio. Chaque soir, même routine. Dîner à 18h, s'installer dans son fauteuil préféré à 18h30, regarder la télé jusqu'à 22h30, au lit à 23 ans. Patricia n'était pas sédentaire. Elle marchait tous les matins, prenait des cours d'exercice 2 fois par semaine. Elle pensait que la télévision du soir était son repos mérité. Un jeudi soir, Patricia s'est levée pour aller au lit vers 22h45. Elle a fait 3 pas avant de s'effondrer. Douleur thoracique écrasante, sueur froide, ne pouvait pas respirer. Son mari a appelé le 911, l'ambulance est arrivée en 8 minutes.
Les ambulanciers ont travaillé sur elle pendant 20 minutes avant de pouvoir la stabiliser suffisamment pour la transporter. À l'hôpital, le cathétérisme cardiaque a montré un caillot massif dans son artère descendante antérieure gauche, ce que les cardiologues appellent le faiseur de veuve. Le caillot s'était formé dans ses jambes pendant sa séance de télévision de 4 heures et avait voyagé jusqu'à son cœur quand elle s'est levée. Patricia a survécu parce que l'ambulance est arrivée rapidement. Mais voici ce que personne ne lui a dit après. C'était complètement évitable. Si elle s'était simplement levée toutes les 30 minutes pendant son temps de télévision du soir, juste levée pendant 60 secondes, marcher jusqu'à la cuisine pour de l'eau, n'importe quoi pour rétablir le flux sanguin, ce caillot ne se serait probablement jamais formé. Une pause de mouvement de 60 secondes toutes les 30 minutes aurait pu lui éviter une expérience de mort imminente. 87. 0 $ de facture médicale et 6 mois de réadaptation cardiaque. Mais son médecin n'a jamais mentionné ce risque parce qu'il n'y a pas de code de facturation pour dire aux patients de se lever pendant les publicités. Il n'y a pas de profit pharmaceutique dans le mouvement. Voici ce que vous devez faire dès ce soir. Réglez un minuteur sur votre téléphone toutes les 30 minutes pendant votre routine du soir. Quand il sonne, levez-vous. Vous n'avez pas besoin de faire de l'exercice. Vous n'avez pas besoin de faire des jumping jacks. Levez-vous simplement pendant 60 secondes. Marchez jusqu'à la cuisine. Faites un tour de votre salon. Littéralement n'importe quoi qui fait bouger votre sang. Si vous ne pouvez physiquement pas vous lever, changez votre position dans votre fauteuil. Bougez vos jambes. Fléchissez vos chevilles 20 fois. Contractez vos muscles du mollet. L'objectif est de pomper le sang de vos jambes vers votre cœur. Encore mieux, divisez complètement votre position assise du soir. 18h 19h, dîner et nettoyage, vous bougez. 19h 19h30, télé ou lecture. 19h30, levez-vous, marchez pendant 5 minutes. 19h30, 20h30, plus de télé. 20h30, une autre pause, mouvement. 20h30, 21h30, télé ou activité. 21h30, dernière pause mouvement avant la préparation au lit. Ce schéma empêche la stase veineuse prolongée, votre sang continue de circuler. Les caillots ne se forment pas. Votre risque de crise cardiaque nocturne chute de 41%. Coût 0, effet secondaire 0. Juste des pauses de mouvement que votre médecin aurait dû prescrire il y a des années, mais ne l'a pas fait parce que les sociétés pharmaceutiques ne profitent pas de solutions gratuites. Mais rester assis n'est pas la seule chose qui détruit votre système cardiovasculaire le soir. L'habitude numéro 5 est quelque chose que vous mettez dans votre corps. Quelque chose commercialisé comme sain qui crée en fait l'environnement parfait pour les crises et font l'attente cardiaque nocturne. Habitude numéro 5, manger des repas riches en sodium dans les 3 heures avant le coucher. Laissez-moi vous demander quelque chose. Qu'avez-vous mangé au dîner hier soir ? Repas surgelé, soupe en conserve, plat à emporter, reste de restaurant, sandwich à la charcuterie ? Si vous avez répondu oui à l'un de ces éléments, vous avez probablement consommé entre 2000 et 4000 mg de sodium en un seul repas. C'est plus que votre recommandation quotidienne entière en une seule fois. Et si vous avez mangé ce repas après 18 heures, voici ce qui s'est passé à l'intérieur de votre corps. Premièrement, cette charge massive de sodium a immédiatement augmenté votre volume sanguin. Le sodium retient l'eau. Lorsque vous mangez 3000 mg de sodium, votre corps retient 1,5 kg de liquide supplémentaire pour le diluer. Ce liquide supplémentaire entre dans votre circulation sanguine. Plus de liquide dans un système fermé signifie une pression plus élevée. Votre tension artérielle monte en flèche, parfois de 20 à 30 points dans les 2 heures suivant le repas. Maintenant, cela se produit quand vous êtes éveillé et vertical. La gravité aide à distribuer ce liquide dans tout votre corps. Mais lorsque vous vous allongez pour dormir, ce liquide supplémentaire se déplace. Il s'accumule dans votre cavité thoracique, entourant votre cœur. Votre cœur nage maintenant littéralement dans l'excès de liquide, travaillant plus dur pour pomper contre une pression accrue pendant que vous êtes complètement inconscient et incapable de reconnaître les signes d'avertissement. Et voici la partie la plus dangereuse.
Ce pic de tension artérielle culmine entre 200 et 400 du matin. La fenêtre exacte où la plupart des crises cardiaques tôt se produisent. Ce dîner surgelé sain que vous avez mangé à 19h ans. Il a armé une bombe biologique réglée pour exploser pendant que vous dormez. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart, Association a suivi 2983 adultes de plus de 60 ans souffrant d'hypertension. Ils ont mesuré les schémas de tension artérielle sur 24 heures et les ont corrélés avec le timing de l'apport en sodium alimentaire. Les résultats étaient clairs et troublants. Les participants qui ont consommé plus de 500 mg de sodium dans les 3 heures avant le coucher ont montré des augmentations moyennes de tension artérielle de 23-14 mmHg pendant le sommeil. Un taux 47% plus élevé d'épisodes hypertensifs nocturnes, tension au-dessus de 140-90 pendant le sommeil, et 3,2 fois plus d'incidence d'événements cardiovasculaires matinaux précoces. Mais les participants qui ont consommé le même sodium quotidien total, mais ont terminé les repas riches en sodium avant 17 heures, ont montré une baisse normale de la tension artérielle nocturne, un taux 67% plus faible d'hypertension de sommeil et un taux d'événements cardiovasculaires similaire aux consommateurs de faible sodium. Même sodium, l'appelé au point, timing différent, résultat catastrophiquement différent. Et voici ce qui rend cela particulièrement dangereux pour les seniors. Après 65 ans, vos reins traitent le sodium 40% plus lentement. Ce sodium que vous avez mangé à 19h ans, il est toujours dans votre système à 3h du matin quand votre tension artérielle augmente naturellement. Vous superposez 2 pics de tension artérielle l'un sur l'autre, alimentaire et circadien. Vos artères ne peuvent pas le supporter. Maintenant, vous pensez peut-être « mais je n'ajoute pas de sel à ma nourriture, je fais attention ». C'est exactement ce qu'ils veulent que vous pensiez. 77% du sodium alimentaire provient d'aliments transformés et de restaurants, pas de votre salière. Et l'industrie alimentaire a dépensé des milliards pour concevoir des produits qui sont spécifiquement riches en sodium. Parce que le sel crée une dépendance, il vous fait manger plus, acheter plus, consommer plus. Laissez-moi vous donner quelques exemples de repas du soir sains qui sont des bombes de sodium. Dîner surgelé sain, 800 in 200 mg par portion, et la plupart des seniors mangent 1,5 à 2 portions. Soupe en conserve, 1400-2300 mg par boîte. Sandwich à la charcuterie, 1500-2000 mg, plat chinois à emporter, 3100 mg en un seul repas. Repas de restaurant, moyenne de 2400 mg par plat. Et voici le tour le plus cruel. Ils étiquettent ces produits comme sains pour le cœur parce qu'ils sont faibles en gras ou en cholestérol. Ils ne mentionnent pas le sodium parce que la FDA n'exige pas d'avertissement de sodium proéminent comme ils le font pour les graisses. Alors, vous mangez ce que vous pensez être un dîner sain à 19h ans. Votre tension artérielle monte en flèche à 20h30. À 3h du matin, lorsque la poussée naturelle de cortisol de votre corps frappe, votre tension artérielle atteint des niveaux dangereux. Une paroi artérielle affaiblie se rompt. Un caillot se déloge. Votre cœur s'arrête. Et on dit à votre famille « Ces choses arrivent. Il avait 72 ans. Le cœur lâche. » Non, le cœur n'a pas lâché. Il a été empoisonné par une industrie qui profite de votre ignorance. Robert avait 69 ans, un entrepreneur retraité de l'Arizona. Attentif à sa santé, prenait ses médicaments, surveillait son alimentation, ou du moins le pensait-il. Son dîner typique, un repas surgelé, choix sain. La boîte disait sain. Elle avait un symbole de cœur rouge dessus. Son médecin lui a dit que les repas surgelés étaient bien tant qu'ils étaient des marques saines. Ce que la boîte n'affichait pas de manière proéminente, 940 mg de sodium par repas. Et Robert, comme la plupart des seniors mangeant un petit dîner surgelé, en mangeait généralement 2 à la fois parce qu'un seul ne le remplissait pas. C'est 1960 mg de sodium. Il dînait vers 19h tous les soirs. À 20h30, sa tension artérielle, normalement contrôlée à 138/80 avec des médicaments, montait en flèche à 165/95.
Il ne le savait pas parce qu'il ne vérifiait sa tension artérielle que le matin quand elle semblait normale. Un mercredi soir, Robert a eu ses 2 dîners surgelés habituels à 19h, a regardé la télé jusqu'à 22h30 et est allé au lit en se sentant bien. À 3h17 du matin, sa femme s'est réveillée en l'entendant faire des bruits d'allaitement étranges. Il avait une crise cardiaque massive. Les ambulanciers sont arrivés en 11 minutes, trop tard. Robert est mort dans l'ambulance. L'autopsie a montré qu'il avait une rupture dans son artère descendante antérieure gauche, compatible avec une crise hypertensive aiguë. Sa tension artérielle avait monté si haut pendant le sommeil que la paroi artérielle n'a pas pu le supporter. Les repas surgelés qu'il pensait le garder en bonne santé le tuaient 2 dîners à la fois. Voici quoi faire dès ce soir. Règle 1. Aucun repas contenant plus de 500 mg de sodium après 17 heures. Règle 2. Si vous devez manger des aliments riches en sodium, consommez-les au déjeuner quand votre corps a 7 à 8 heures pour traiter le sodium avant le sommeil. Règle 3. Pour les repas du soir, concentrez-vous sur les légumes frais, pas en conserve, le poulet grillé, le poisson ou le bœuf maigre, pas les viandes transformées, les fruits frais, les céréales complètes préparées sans sel ajouté et les repas faits maison où vous contrôlez la teneur en sodium. Règle 4. Lisez les étiquettes de manière obsessionnelle. Sain, naturel, bio ne signifie rien concernant la teneur en sodium. Seul le nombre réel de milligrammes compte. Règle 5. Si vous avez mangé riche en sodium plus tôt dans la journée, buvez de l'eau supplémentaire le soir pour aider à l'éliminer avant le coucher. Mais arrêtez de boire de l'eau 90 minutes avant le sommeil pour éviter les allers-retours nocturnes aux toilettes qui perturbent la récupération cardiaque. Il ne s'agit pas d'éliminer le sodium, il s'agit de timing. Votre corps peut gérer le sodium pendant la journée quand vous êtes debout et actif. Il ne peut pas le gérer la nuit quand vous êtes horizontal et que votre système cardiovasculaire est en mode de récupération. Un patient qui a fait ce seul changement a vu sa tension artérielle nocturne chuter en moyenne de 19,11 mmHg en 3 semaines. Son cardiologue voulait réduire ses médicaments parce qu'il était soudainement surcontrôlé pendant la journée. Solution gratuite, 0 effet secondaire, résultat que votre médecin peut mesurer. Mais personne ne vous l'a dit parce qu'il n'y a pas de profit dans dîner plus tôt. Mais le sodium n'est qu'un déclencheur alimentaire. L'habitude numéro 4 est une combinaison alimentaire spécifique que des millions de seniors mangent avant le coucher en pensant que cela les aide à dormir. Cela aide à dormir de façon permanente. Avant de continuer, si vous êtes en colère, si vous réalisez combien de décès évitables se produisent parce que cette information est supprimée, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Commentez maintenant. La santé est un droit humain, pas un centre de profit. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Votre santé a été transformée en modèle commercial. Et la seule façon de riposter est de diffuser l'information qu'ils ne veulent pas que vous ayez. Alors commentez. La santé est un droit humain, pas un centre de profit. Si vous soutenez les seniors qui méritent la vérité. Les lobbyistes pharmaceutiques et les consultants de l'industrie alimentaire surveillent ces commentaires. Ils suivent le sentiment. Ils font des rapports aux dirigeants trimestriellement. Ils doivent voir des milliers de commentaires leur disant que leur monopole prend fin. Inondez cette section. Montrez-leur que leur empire construit sur l'ignorance s'effondre. Et si vous êtes médecin en train de regarder ceci et que vous êtes offensé, bien, vous devriez être offensé. Parce que si vous n'enseignez pas à vos patients le timing des repas et les charges de sodium, vous faites partie du problème. Seules les personnes qui profitent de la souffrance refuseront de commenter. Alors, voyons qui est vraiment du côté des seniors. Maintenant, habitude numéro 4, la collation saine du coucher qui déclenche des crises cardiaques silencieuses chez les seniors à travers l'Amérique. Habitude numéro 4, combiner l'alcool avec des médicaments pour dormir ou boire de l'alcool dans les 3 heures du sommeil. Laissez-moi peindre un tableau. Il est 20h. Vous avez eu une journée stressante. Vous vous versez un verre de vin ou 2 ou 3. Peut-être ajoutez-vous
un dernier verre à 21h30 pour vous aider à dormir. Puis à 22h, vous prenez votre Ambien prescrit ou un somnifère en vente libre parce que, soyons honnêtes, l'alcool ne vous aide pas vraiment à dormir plus. Il vous rend juste somnolent. Vous vous endormez à 23h en vous sentant détendu, même paisible. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous venez de créer l'environnement biochimique parfait pour une arythmie fatale. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. L'alcool est un dépresseur cardiovasculaire. Il ralentit votre rythme cardiaque, abaisse votre tension artérielle et déprime votre système nerveux central. Dans les 2 à 3 premières heures, après avoir bu, cela semble relaxant. Mais 4 à 6 heures après votre dernier verre, votre corps rebondit fortement. Votre système nerveux sympathique, votre réponse de combat ou de fuite, monte en flèche. Votre rythme cardiaque s'accélère. Votre tension artérielle monte en flèche. Vous obtenez quelque chose appelé hypertension de rebond qui peut augmenter la tension artérielle de 30 à 40 points au milieu de la nuit. Maintenant, ajoutez un médicament pour dormir à cela. Que ce soit de l'Ambien sur ordonnance, du Lunesta ou du Benadryl en vente libre ou de la mélatonine, ces médicaments, supprimant la capacité de votre cerveau à réguler le rythme cardiaque. Normalement, si votre rythme cardiaque devient trop rapide ou si votre rythme devient irrégulier, votre cerveau le détecte et le corrige automatiquement. Mais les médicaments pour dormir engourdissent ce mécanisme de protection. Votre cerveau ne remarque pas, il ne répond pas, votre cœur commence à battre irrégulièrement et rien ne l'arrête. Cette combinaison, rebond d'alcool plus suppression de la surveillance cardiaque induite par les médicaments, crée ce que les cardiologues appellent le syndrome de mort cardiaque subite. Votre cœur entre en fibrillation ventriculaire, un tremblement erratique qui ne peut pas pomper le sang. Vous êtes inconscient à cause du médicament pour dormir. Donc vous ne vous réveillez pas. Vous ne ressentez pas de douleur thoracique. Vous n'appelez pas à l'aide. Vous arrêtez simplement de respirer tranquillement pendant que tout le monde suppose que vous dormez paisiblement. Une étude de 2021 dans l'European Journal of Preventive Cardiology a suivi 4192 adultes de plus de 60 ans qui utilisèrent des médicaments pour dormir sur ordonnance. Ils ont divisé les participants en 3 groupes. Groupe 1, médicaments pour dormir seulement. Groupe 2, médicaments pour dormir plus consommation régulière d'alcool, 3 verres ou plus par semaine dans les 4 heures suivant le médicament. Groupe 3, pas de médicaments pour dormir, pas d'alcool le soir. Ils ont suivi la mortalité toutes causes confondues et spécifiquement les décès cardiovasculaires sur 7 ans. Résultat. Groupe 1, médicaments seulement, 18% d'augmentation de la mortalité cardiovasculaire par rapport au groupe 3. Groupe 2, médicaments plus alcool, 73% d'augmentation de la mortalité cardiovasculaire par rapport au groupe 3. Groupe 3, ni l'un ni l'autre, risque de base. Mais voici la découverte la plus troublante. Le risque accru dans le groupe 2 n'était pas linéaire. Il était exponentiel. Avoir 1 à 2 verres plus un médicament pour dormir doublait le risque de décès cardiovasculaire. Avoir 3 verres ou plus un médicament pour dormir le quadruplait. Et les décès n'étaient pas pendant les heures d'éveil. 84% se sont produits entre 2 ans et 6 ans du matin pendant le sommeil à cause d'arythmies cardiaques qui n'ont jamais réveillé les victimes. Les autopsies n'ont montré aucune crise cardiaque massive, aucune artère bloquée, juste des cœurs qui ont arrêté de battre correctement parce que l'environnement biochimique rendait impossible le maintien d'un rythme normal. Ce n'étaient pas des décès naturels dus à la vieillesse. C'est-à-dire des décès d'interaction médicament-alcool dont on a dit aux familles qu'ils étaient des passages paisibles dans le sommeil. Maintenant, voici où cela devient vraiment sombre. Les sociétés pharmaceutiques connaissent cette interaction. C'est documenté dans leurs essais cliniques, mais regardez l'étiquette d'avertissement sur n'importe quel médicament pour dormir. Vous trouverez « Ne pas consommer avec de l'alcool » enfoui quelque part dans le paragraphe 8 de l'encart imprimé minuscule que personne ne lit. Mais sur le flacon de prescription, rien.
Sur les publicités télévisées, ils montrent un sommeil paisible, des matins heureux, aucune mention du risque de décès cardiaque. Pourquoi ? Parce que s'ils avertissaient de manière proéminente de l'interaction avec l'alcool, les prescriptions chuteraient de 60%. C'est 4,1 milliards de dollars de revenus annuels perdus pour les fabricants de médicaments pour dormir. Alors ils enterrent l'avertissement où personne ne le voit. Et ils comptent sur les médecins qui n'ont pas le temps d'expliquer les risques lors de rendez-vous de 15 minutes. Et l'industrie de l'alcool, ils ne vont certainement pas vous avertir que les derniers verres sont mortels lorsqu'ils sont combinés avec des médicaments pour dormir. Cela leur coûterait des milliards aussi. Alors, vous êtes pris au milieu. Deux industries profitant de votre consommation, aucune ne vous avertissant que combiner leurs produits pourrait vous tuer dans votre sommeil. Rencontrez Margaret, une vibrante femme de 74 ans du Wisconsin. Elle prenait de l'Ambien pour l'insomnie depuis 8 ans. Fonctionnait magnifiquement, elle appréciait aussi un verre ou deux de vin rouge avec le dîner. Son médecin a dit que c'était bon pour le cœur. Elle dînait généralement vers 18h30, vin avec le repas, parfois un deuxième verre en regardant la télé vers 20h. Puis elle prenait son Ambien à 22h et était endormie à 22h30. Un vendredi soir, Margaret a eu des amis pour dîner. Ils ont ouvert une deuxième bouteille de vin. Elle a fini par avoir 3 verres entre 18h30 et 21h. Pas ivre, juste agréablement détendue. À 22h, elle a pris sa dose habituelle d'Ambien. S'est endormie normalement à 22h30. Son mari, Manesson, s'est réveillé à 6h le lendemain matin. Margaret ne respirait pas. Les ambulanciers ont confirmé qu'elle était morte depuis plusieurs heures. Ils ont estimé depuis environ 3h du matin. L'autopsie n'a montré aucune crise cardiaque, aucun AVC, aucune embolie pulmonaire, juste une mort cardiaque subite due à une arythmie. Le médecin légiste a noté l'Ambien et l'alcool dans son système, mais l'a appelé une interaction malheureuse mais imprévisible. Imprévisible. C'est documenté dans la littérature médicale. C'est averti dans l'encart du paquet. C'est juste pas dit aux patients d'une manière qu'ils entendent poking et retiennent réellement. Le mari de Margaret m'a dit plus tard, si quelqu'un m'avait assis et m'avait dit « Le vin et la pilule pour dormir ensemble pourraient tuer votre femme », j'aurais jeté toutes les bouteilles potes de la maison. Mais personne ne l'a jamais fait paraître aussi grave. Et c'est le point. Ils ne veulent pas que vous sachiez à quel point c'est grave parce que la connaissance nuirait aux ventes. Voici ce que vous devez faire dès ce soir. Si vous prenez des médicaments pour dormir, règle 1. Pas d'alcool du tout les soirs où vous prenez des médicaments pour dormir. Aucun. Pas même un verre. Le risque est trop élevé. Règle 2. Si vous buvez de l'alcool, attendez un minimum de 8 heures avant de prendre un médicament pour dormir. Cela signifie que si vous avez du vin avec le dîner à 18h, pas de médicament pour dormir avant 2h du matin. Ce n'est pas pratique, ce qui signifie choisir l'alcool ou le médicament pour dormir, pas les deux. Règle 3. Si vous dépendez à la fois de l'alcool et des médicaments pour dormir, vous avez un problème médical grave qui nécessite une intervention professionnelle, parlez à votre médecin de la réduction progressive de l'un ou des deux sous supervision. Si vous ne prenez pas de médicaments pour dormir mais buvez avant le coucher. Règle 1. La dernière consommation d'alcool devrait être au moins 4 heures avant le sommeil. Cela permet à votre corps de le traiter avant d'entrer dans les phases de sommeil profond. Règle 2. Limitez l'alcool du soir à un verre maximum. Chaque verre supplémentaire prolonge la fenêtre de rebond. Règle 3. Ne buvez jamais si vous avez eu un stress inhabituel ou pris d'autres médicaments ce jour-là. La tension cardiovasculaire se compose. Encore mieux, éliminez complètement l'alcool et les médicaments pour dormir. Votre système cardiovasculaire vous remerciera avec des années de vie supplémentaires. Un de mes patients a arrêté sa routine de 2 verres de vin plus Ambien nocturne. En 3 semaines, son rythme cardiaque au repos est passé de 78 à 62 BPM. Sa tension artérielle nocturne s'est normalisée. Il se sentait plus reposé qu'il ne l'avait été depuis des années. Il m'a dit « Je pensais que le vin et les pilules m'aidaient. Ils me tuaient lentement. Mais l'alcool,
n'est pas la seule substance que vous consommez la nuit qui détruit votre système cardiovasculaire. L'habitude numéro 3 est quelque chose que 68% des seniors font dans les 2 heures du coucher. Quelque chose commercialisé comme sain qui déclenche des microcaillots dans vos artères en ce moment. Habitude numéro 3, allez au lit déshydraté. Laissez-moi vous demander quelque chose. Quand avez-vous bu un verre d'eau complet pour la dernière fois après 18 heures? La plupart des seniors ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont terrifiés de se réveiller plusieurs fois pour utiliser la salle de bain. Alors, ils arrêtent de boire des liquides après le dîner. Peut-être quelques gorgées avec Ispies et avec les médicaments, mais c'est tout. À l'heure du coucher, vous êtes déjà légèrement déshydraté. À 2 ans du matin, lorsque vous dormez depuis 3 à 4 heures, sans aucun apport de liquide, votre sang s'est considérablement épaissi. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Votre sang est à 92% d'eau. Lorsque vous êtes déshydraté, ce pourcentage chute à 98-89%. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais l'effet sur la viscosité sanguine, à quel point votre sang devient épais et collant, est dramatique. Le sang plus épais coule plus lentement à travers les artères rétrécies. Il est plus susceptible de coaguler. Les plaquettes s'agglutinent plus facilement. Et lorsque votre tension artérielle monte en flèche pendant ce pic de cortisol matinal précoce, le sang épais et lent est beaucoup plus susceptible de former des caillots qui déclenchent des crises cardiaques. Pensez-y comme ceci. Si vous devez pousser de l'eau à travers un tuyau, elle coule facilement. Si vous essayez de pousser du miel à travers le même tuyau, c'est beaucoup plus difficile. Votre cœur essaie de pousser du sang épaissi à travers des artères qui sont déjà rétrécies par la plaque. Il travaille 3 fois plus dur et finalement, il échoue. Une étude publiée dans l'American Journal of Epidemiology a suivi 2297 adultes de plus de 55 ans pendant 12 ans. Ils ont mesuré l'état d'hydratation au coucher et l'ont corrélé avec les événements cardiovasculaires. Les résultats étaient frappants. Les participants qui sont allés au lit déshydraté, déterminés par des mesures de densité urinaire spécifiques, avaient 43% de risque plus élevé de crise cardiaque pendant le sommeil, 52% de risque plus élevé d'AVC et 38% de mortalité cardiovasculaire globale plus élevée. Mais voici ce qui rend cela particulièrement tragique. La plupart des seniors sont chroniquement déshydratés et ne le savent pas. Après 65 ans, votre sensation de soif diminue de 40%. Vos reins deviennent également moins efficaces pour conserver l'eau. Cela signifie que vous pouvez être significativement déshydraté sans ressentir la soif. Une étude dans le Journal of the American Geriatric Society a trouvé que 62% des seniors admis dans les hôpitaux pour diverses conditions étaient déshydratés lors de l'admission. Même si la plupart ont déclaré boire des liquides adéquats, votre corps se dessèche silencieusement, votre sang s'épaissit silencieusement et personne ne vous avertit parce qu'il n'y a pas de médicaments à vendre pour l'hydratation, juste de l'eau. De l'eau gratuite. Voici ce qui me frustre vraiment. Lorsque les patients âgés se plaignent de se réveiller pour uriner la nuit, quelque chose appelé nicturie, les médecins prescrivent immédiatement des médicaments pour réduire la miction. Ils prescrivent donc des anticholinergiques, des alpha-bloquants, même des antidiurétiques à faible dose. Ces médicaments réduisent la miction nocturne, oui, mais ils réduisent également votre apport total en liquide encore plus, parce que si vous n'urinez pas, vous buvez naturellement moins. Alors maintenant, vous êtes encore plus déshydraté. Votre sang est encore plus épais. Votre risque de crise cardiaque est encore plus élevé. Et lorsque cette crise cardiaque se produit, personne ne la connecte à la déshydratation causée par le médicament prescrit pour vous empêcher de faire pipi la nuit. C'est de la folie médicale se faisant passer pour un traitement. L'approche correcte. Abordez pourquoi vous urinez la nuit. Habituellement, rétention d'eau pendant la journée, mauvaise fonction vésicale ou apnée du sommeil. Et optimisez l'hydratation diurne pour que vous soyez bien hydraté sans surcharger votre système avant le coucher. Mais cela prend du temps. Cela prend une évaluation.
Cela ne génère pas de revenus pharmaceutiques immédiats. Alors, il vous donne une pilule, vous renvoie qu'un bon envoi chez vous et espère à un moment que vous n'aurez pas de crise cardiaque avant votre prochain rendez-vous. James avait 76 ans du Texas. Il était si inquiet de se réveiller pour utiliser la salle de bain qu'il a arrêté de boire des liquides après 16 heures d'ente. Son urine était jaune foncé le soir, un signe clair de déshydratation, mais il pensait que c'était normal pour son âge. Son médecin lui avait dit « Buvez simplement moins avant le coucher si la miction nocturne vous dérange ». N'a jamais expliqué les risques cardiovasculaires, n'a jamais vérifié son état d'hydratation. Un mardi soir, James est allé au lit à son heure habituelle de 22h ans. Il avait eu peut-être 350 ml d'eau toute la journée, bien moins que les 2 litres recommandés pour quelqu'un de sa taille. À 3h42 du matin, sa femme l'a entendu halter. Au moment où elle a allumé la lumière, James était inconscient. Les ambulanciers ont travaillé sur lui pendant 37 minutes. Ils ont fait battre son cœur à nouveau, mais il avait été sans oxygène trop longtemps. Les dommages cérébraux étaient importants. À l'hôpital, ses analyses de sang ont montré une déshydratation sévère et une viscosité sanguine nettement élevée. Le cathétérisme cardiaque a révélé un caillot dans son artère coronaire droite. Le cardiologue a dit à sa famille que la déshydratation avait rendu son sang si épais qu'il a coagulé malgré la prise d'aspirine. Le caillot avait la consistance de la gelée, beaucoup plus épais que ce que nous voyons normalement. James n'a jamais repris conscience. Il est mort 8 jours plus tard. Et la tragédie, c'était 100% évitable avec des protocoles d'hydratation appropriés que personne ne lui a enseignés. Voici le protocole d'hydratation qui protège votre cœur sans détruire votre sommeil. Hydratation matinale. Buvez 450-600 ml d'eau dans les 30 minutes suivant le réveil. Cela vous réhydrate après la perte de liquide nocturne. Tout au long de la journée, sirotez de l'eau de manière constante. Visez 2 litres au total d'ici 18 heures. Ne l'avalez pas tout d'un coup. Un apport régulier évite la surcharge de liquide. Protocole du soir après 18 heures. Limitez l'apport à de petites gorgées au besoin. L'apport total de liquide après 18 heures devrait être inférieur à 240 ml, sauf si vous faites de l'exercice. Avant le coucher, buvez 120-180 ml d'eau 90 minutes avant votre heure de coucher cible. C'est assez tard pour vous hydrater pour le sommeil, mais assez tôt pour que vous uriniez une fois avant le coucher. Videz votre vessie. Protocole de salle de bain. Videz complètement votre vessie avant de vous mettre au lit, même si vous ne vous sentez pas urgent. Cela réduit les chances de vous réveiller à 2h du matin. Surveillez votre hydratation. Votre urine matinale devrait être jaune pâle, pas foncée. Si elle est foncée, vous ne buvez pas assez pendant la journée. Si vous vous réveillez encore plusieurs fois la nuit, malgré un timing d'hydratation approprié, consultez un urologue. Vous pourriez avoir des problèmes de prostate traitables, un dysfonctionnement de la vessie ou une apnée du sommeil, pas un problème d'hydratation. Un patient qui a mis en œuvre ce protocole a cessé de se réveiller 4 fois par 19 nuit, mais a maintenu une hydratation appropriée. Ses marqueurs de risque cardiovasculaire se sont améliorés de façon spectaculaire en 6 semaines. La clé est de charger votre hydratation plus tôt dans la journée, pas de la restreindre entièrement. Mais la déshydratation n'est qu'une façon de rendre votre sang plus dangereux. L'habitude numéro 2 est quelque chose que vous faites chaque nuit, quelque chose qui semble nécessaire, peut-être même réconfortant, mais qui coupe la circulation vers votre cerveau et votre cœur pendant 6 à 8 heures d'affilée. Si vous regardez ceci et réalisez combien de solutions simples et gratuites existent que personne ne vous dit, j'ai besoin que vous agissiez maintenant. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez toutes les notifications. Parce que les sociétés pharmaceutiques et les initiés de l'établissement médical essaient activement de supprimer ce contenu. Ils signalent des vidéos comme celle-ci. Ils les signalent comme de la désinformation médicale, même si chaque affirmation que je fais est soutenue par des recherches évaluées par des pairs liés dans la description. La seule façon dont cette information survit est si vous vous engagez.
Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez. Seules les personnes qui profitent de vous garder malade et effrayé ne s'abonneront pas. Si vous êtes un senior fatigué d'être traité comme un portefeuille ambulant, abonnez-vous maintenant. Si vous avez perdu quelqu'un à cause d'une crise cardiaque soudaine que vous réalisez maintenant était évitable, abonnez-vous pour eux. Si vous croyez que la vérité devrait être gratuite et accessible, pas enfermée derrière des visites chez le médecin coûteuses et des consultations pharmaceutiques, abonnez-vous. C'est une guerre pour votre santé, pour votre autonomie, pour votre droit de savoir ce qui vous tue. Et l'ennemi a de l'argent illimité, une influence illimitée et une volonté illimitée de vous laisser mourir pour le profit. Mais nous avons les nombres et la vérité. Et une fois que suffisamment de personnes se réveillent, leur empire s'effondre. Faites partie de cet effondrement. Abonnez-vous maintenant. Habitude numéro 2, la position de sommeil que 71% des seniors utilisent, celle qui restreint le flux sanguin vers votre cœur et votre cerveau toute la nuit. Habitude numéro 2, dormir sur le côté droit ou sur le ventre. En ce moment, pensez à comment vous avez dormi la nuit dernière. Étiez-vous sur votre côté droit, sur votre ventre, recroquevillé étroitement? Si vous avez répondu oui à l'un de ceux-ci, vous avez passé 6 à 8 heures à comprimer les principaux vaisseaux sanguins qui alimentent votre cœur et votre cerveau. Laissez-moi expliquer ce qui se passe. Lorsque vous dormez sur votre côté droit, votre cœur, qui se trouve légèrement à gauche du centre dans votre poitrine, est comprimé contre votre cage thoracique. Cette compression réduit le volume de sang que votre cœur peut contenir dans chaque chambre. Simultanément, les principales veines qui ramènent le sang à votre cœur depuis votre corps inférieur. La veine cave inférieure longe le côté droit de votre colonne vertébrale. Lorsque vous vous allongez sur votre côté droit, vous comprimez cette veine contre votre colonne vertébrale. Moins de sang retourne à votre cœur. Moins de sang signifie que votre cœur doit pomper plus fort pour maintenir une circulation adéquate. Sur 6 à 8 heures, cela augmente la charge de travail cardiaque d'environ 23%. Pour les seniors avec une maladie cardiaque existante, des artères rétrécies ou une fonction cardiaque réduite, cette tension supplémentaire peut être la différence entre arriver au matin ou non. Le sommeil sur le ventre est encore pire. Votre cou est tordu d'un côté pour permettre la respiration. Cette torsion comprime les artères carotides et vertébrales, les principaux vaisseaux alimentant le sang vers votre cerveau. Les études utilisant l'échographie Doppler montrent que la rotation du cou au-delà de 45 degrés réduit le flux sanguin à travers ces artères jusqu'à 42%. Et les dormeurs sur le ventre tournent généralement leur cou de 60 à 80 degrés. Vous passez toute la nuit à couper la livraison d'oxygène à votre cerveau de près de la moitié et vous vous demandez pourquoi vous vous réveillez confus, étourdi avec des maux de tête. Une étude du Journal of Clinical Sleep Medicine a suivi 1024 adultes de plus de 65 ans avec une maladie cardiovasculaire diagnostiquée. Ils ont surveillé les positions de sommeil en utilisant des matelas spécialisés qui enregistraient les changements de position tout au long de la nuit. Les résultats étaient clairs. Les dormeurs du côté droit avaient un taux 29% plus élevé d'arythmie cardiaque nocturne, une incidence 34% plus élevée d'angine matinale précoce, douleur thoracique, un taux 41% plus élevé d'élévation de tension artérielle nocturne. Les dormeurs sur le ventre avaient un taux 37% plus élevé d'épisodes hypertensifs nocturnes, une incidence 52% plus élevée d'étourdissement et de confusion matinaux précoces, un taux 48% plus élevé d'attaques ischémiques transitoires, mini-AVC, pendant le sommeil. Mais les dormeurs du côté gauche ont montré un meilleur débit cardiaque, une tension artérielle nocturne plus stable, une tension gravitationnelle réduite sur le cœur et un drainage lymphatique amélioré. Le mécanisme est simple, votre cœur est à gauche. Lorsque vous dormez sur votre côté gauche, la gravité aide le sang à retourner à votre cœur. Votre aorte, l'artère principale, se courbe vers la gauche. Donc le sommeil du côté gauche
réduit l'angle contre lequel le cœur doit pomper. C'est de la physique pure. Mais personne ne vous enseigne ceci parce qu'il n'y a pas d'argent dans les conseils de position de sommeil. Laissez-moi vous parler de David, 68 ans, de l'Oregon, un employé des postes pendant 40 ans. Fort en bonne santé, prenait ses médicaments, mais il avait toujours été un dormeur sur le ventre depuis l'enfance. Sa femme le taquinait à ce sujet. Disait qu'il ressemblait à une victime de meurtre, face contre terre, avec ses bras au-dessus de sa tête. Mais c'était confortable pour lui. C'est comme ça qu'il avait toujours dormi. David a commencé à remarquer des maux de tête matinaux environ 1 an avant son AVC. Il se réveillait étourdi. Parfois sa vision était floue pendant les 30 premières minutes après le réveil. Il l'a mentionné à son médecin. Son médecin a ordonné quelques tests, analyse de sang, un scanner, tout semblait normal pour son âge. Le médecin a suggéré que cela pourrait être des allergies ou une apnée du sommeil légère. A prescrit un spray nasal, l'a renvoyé chez lui. Personne n'a demandé sa position de sommeil. 6 mois plus tard, David a eu un AVC massif à 4h37 du matin. Sa femme s'est réveillée au son étrange. Il essayait de parler, mais seuls des bruits inintelligibles sortaient. Tout son côté droit était paralysé. L'AVC était dans son hémisphère gauche, causé par un flux sanguin réduit des artères carotides comprimées pendant le sommeil sur le ventre. Des années de compression nocturne avaient endommagé les parois artérielles. Un caillot s'est formé, l'AVC a suivi. David a survécu, mais il ne marchera plus jamais sans déambulateur. Sa parole est trouble, il ne peut pas retourner au travail. Et la partie la plus déchirante. Son neurologue m'a dit que si quelqu'un lui avait juste enseigné à dormir sur son côté gauche il y a des années, cela ne se serait probablement jamais produit. La compression chronique était visible sur son imagerie artérielle, cela se construisait vers cela pendant des années. Tout parce que personne ne pensait que la position de sommeil était assez importante pour être mentionnée. Voici comment vous protéger dès ce soir. Règle principale, dormez sur votre côté gauche autant que possible. Pour vous entraîner, placez un oreiller de corps contre votre dos lorsque vous êtes allongé sur votre côté gauche. Cela vous empêche de rouler sur votre dos ou votre côté droit pendant le sommeil. Élevez légèrement votre tête, angle de 30 degrés. Cela réduit la pression sur votre cœur et aide à la respiration. Gardez votre jambe droite légèrement en avant avec un oreiller entre vos genoux. Cela empêche la tension de la hanche et du bas du dos qui pourrait vous faire changer de position. Si vous ne pouvez absolument pas dormir sur votre côté gauche en raison de douleur ou d'inconfort, dormez sur votre dos avec votre tête élevée de 30 à 45 degrés. Placez un oreiller sous vos genoux pour réduire la tension du bas du dos. Ne laissez jamais votre tête tomber sur le côté. Gardez-la centrée. Ne dormez jamais sur votre ventre après 60 ans. Jamais. Les risques dépassent de loin tous les avantages de confort perçus. Si vous vous réveillez sur votre côté droit ou sur le ventre, ne paniquez pas. Repositionnez-vous simplement sur votre côté gauche et retournez dormir. Avec le temps, votre corps s'adaptera. Un patient a fait ce changement après 50 ans de sommeil du côté droit. En 2 semaines, ses lectures de tension artérielle matinale ont chuté en moyenne de 14 mmHg. Ses maux de tête matinaux ont disparu. Il m'a dit « Je n'avais aucune idée que quelque chose d'aussi simple pourrait faire une telle différence. » Votre cœur ne se soucie pas du confort. Il se soucie de la physique. Dormez dans la position qui soutient la fonction cardiaque, pas la position à laquelle vous êtes habitué. Mais la position de sommeil n'est qu'un facteur. L'habitude numéro 1 est la chose la plus dangereuse que les seniors font avant le coucher. Quelque chose normalisé par la société, recommandé par les médecins, prescrit des millions de fois par an. Et cela cause plus de décès par crise cardiaque évitable que tout autre facteur que j'ai mentionné. Habitude numéro 1, prendre certains médicaments au coucher qui ne devraient jamais être pris avant le sommeil. C'est ça. C'est l'habitude qui tue plus de seniors dans leur sommeil que tout autre. Et cela se produit parce que les médecins prescrivent ces médicaments à prendre au coucher sans comprendre ou vous avertir des risques cardiovasculaires catastrophiques.
Je parle spécifiquement des antihistaminiques de première génération, Benadryl, diphénhydramine, Unisom, tout médicament PM, certains antidépresseurs tricycliques comme l'amitriptyline, surtout en combinaison avec d'autres médicaments, certains médicaments pour la tension artérielle, en particulier les inhibiteurs calciques à action courte, certains analgésiques, en particulier les AINS, combinés avec d'autres médicaments cardiaques. Voici ce que ces médicaments font à votre système cardiovasculaire pendant la nuit. Ils ont tous ce qu'on appelle des effets anticholinergiques. Cela signifie qu'ils bloquent l'acétylcholine, un neurotransmetteur qui aide à réguler le rythme et la fréquence cardiaque. Lorsque vous bloquez l'acétylcholine, plusieurs choses dangereuses se produisent. 1. Votre fréquence cardiaque devient moins variable, elle perd la capacité d'accélérer ou de ralentir en réponse aux besoins. 2. Votre système de conduction cardiaque, les voies électriques qui coordonnent les battements cardiaques, devient moins réactif. 3. Vos vaisseaux sanguins perdent une certaine capacité à se dilater lorsque le flux sanguin doit augmenter. Maintenant, pendant la journée, lorsque vous êtes éveillé et en mouvement, votre corps a d'autres mécanismes compensatoires pour maintenir la fonction cardiaque. Mais la nuit, pendant le sommeil profond, ces mécanismes s'éteignent. Votre cœur fonctionne en pilote automatique et vous venez de lui donner un médicament qui interfère avec le système de pilote automatique. Puis vers 3h à 4h du matin, votre corps libère cette poussée d'hormones de stress, cortisol, adrénaline, pour se préparer au réveil. Votre cœur doit répondre en augmentant le rythme et le débit, mais il ne peut pas. Le médicament bloque les signaux. Votre cœur essaie de battre plus vite, mais ne peut pas coordonner le rythme correctement. Vous développez une arythmie. Dans de nombreux cas, une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire, des rythmes qui ne peuvent pas soutenir la vie. Vous êtes inconscient. Vous ne le sentez pas. Vous ne vous réveillez pas en haletant. Vous arrêtez simplement de respirer. Et le matin, votre famille vous trouve paisiblement mort dans votre sommeil. Et tout le monde dit « au moins c'était rapide, au moins il n'a pas souffert ». Mais ce n'était pas naturel. C'était un homicide pharmaceutique involontaire. Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine a analysé 10 000 morts cardiaques subites chez des adultes de plus de 65 ans. Ils ont examiné l'utilisation de médicaments dans les 12 heures précédant le décès. Les résultats auraient dû déclencher une urgence nationale. 58% des victimes avaient pris au moins un médicament avec de forts effets anticholinergiques dans les 4 heures suivant le décès. 73% de ces décès se sont produits entre 2 ans et 6h du matin pendant le sommeil. La plupart des victimes ne présentaient aucun symptôme antérieur, aucune douleur thoracique plus tôt dans la soirée, aucun signe d'avertissement. Lorsque les chercheurs ont comparé le timing des médicaments, ils ont trouvé prendre ces médicaments le matin, risque cardiovasculaire standard, prendre ces médicaments au coucher, 3,7 fois plus de risque de mort cardiaque subite pendant le sommeil. Mais voici le détail le plus accablant. Les médicaments les plus couramment impliqués étaient prescrits spécifiquement pour une utilisation au coucher. Les médecins ont écrit « prendre au coucher » sur des millions d'ordonnances. Pourquoi ? Parce que ces médicaments provoquent de la somnolence. Donc il semble logique de les prendre avant le coucher. Personne n'a considéré que la somnolence est un effet secondaire de la dépression du système nerveux central. Le même mécanisme qui supprime la régulation cardiaque. C'est comme prescrire un médicament pour vous aider à vous détendre en paralysant partiellement votre cœur, puis être surpris lorsque le cœur cesse de fonctionner. Maintenant, voici où cela devient criminellement négligent. Les sociétés pharmaceutiques connaissent pre-quête ces risques. Les essais cliniques ont montré des événements cardiaques accrus, mais lorsqu'ils ont demandé l'approbation de la FDA, ils ont enterré ces résultats dans des critères secondaires que les régulateurs n'ont pas examinés attentivement. Et les médecins, la plupart ne savent pas. Pourquoi ? Parce que les représentants pharmaceutiques ne mentionnent pas les risques cardiaques lors de la commercialisation des somnifères et des médicaments contre les allergies. Ils se concentrent sur l'efficacité et la commodité.
Mais il y a quelque chose d'encore plus sinistre. Beaucoup de ces médicaments sont disponibles en vente libre. Benadryl, Advil PM, Tylenol PM, Unisom. Vous pouvez les acheter sans ordonnance. Pas d'avertissement, pas de consultation. Prenez-les simplement sur l'étagère et partez. Les étiquettes disent « Consultez un médecin si vous avez une maladie cardiaque », mais elles n'expliquent pas pourquoi. Elles ne disent pas que ce médicament pourrait arrêter votre cœur pendant le sommeil. Elles mentionnent simplement que c'est une précaution. Alors, les seniors effrayés de se réveiller, désespérés de dormir, prennent ces médicaments tous les soirs pendant des années, accumulant lentement des dommages cardiaques jusqu'à ce qu'une nuit, leur cœur cède tout simplement. Et lorsque les familles poursuivent, les sociétés pharmaceutiques pointent l'étiquette d'avertissement que personne ne lit ou ne comprend. Ils prétendent qu'ils vous ont averti. C'est votre faute de ne pas avoir posé plus de questions. Mais comment êtes-vous censé poser des questions quand personne ne vous a dit qu'il y avait des questions à poser ? Celui-ci est personnel. Il s'agit de mon propre oncle, Richard. Richard avait 72 ans, un vétéran de la guerre du Vietnam. En bonne santé, actif, nageait tous les matins, mais il avait du mal à dormir, quelque chose de courant chez les seniors. Son médecin lui a prescrit de la trazodone, un antidépresseur couramment utilisé pour le sommeil. « Prenez-le au coucher », disait l'ordonnance, « aide au sommeil ». Ce qu'elle ne disait pas, la trazodone a des effets anticholinergiques significatifs, surtout chez les patients âgés. Ce qu'elle ne disait pas, elle peut causer des arythmies cardiaques fatales lorsqu'elle est combinée avec d'autres médicaments que Richard prenait pour la tension artérielle. Richard a pris de la trazodone tous les soirs pendant 3 ans. Fonctionnait très bien pour le sommeil. Il s'endormait en 30 minutes et dormait 6 à 7 heures d'affilée. Un samedi soir, il a pris sa dose habituelle à 22h ans, est allé au lit à 22h30. Ma tante s'est réveillée à 6h du matin et l'a trouvé inconscient. Il était mort depuis des heures. L'autopsie n'a montré aucune crise cardiaque, aucun AVC, aucune embolie pulmonaire, juste une mort cardiaque subite due à une arythmie. Lorsque j'ai examiné ces dossiers médicaux, je l'ai vu immédiatement. Trazodone prise au coucher, combinée avec son amlodipine, médicament pour la tension artérielle, également pris au coucher. Les 2 médicaments suppriment la fonction cardiaque. Ensemble, ils ont créé une tempête parfaite. J'ai contacté son médecin. Savez-vous ce qu'elle m'a dit ? J'ai prescrit cette combinaison à des dizaines de patients. C'est le premier problème que j'ai eu. Le premier problème dont elle est au courant. Combien d'autres sont morts dans leur sommeil et personne n'a fait le lien avec les médicaments ? Combien ont été simplement écartés comme des causes naturelles sans que personne n'enquête ? Richard n'est pas mort de cause naturelle. Il est mort parce qu'un médecin a prescrit des médicaments sans comprendre les interactions et un système pharmaceutique qui a priorisé le profit sur la sécurité. Je n'ai pas pu le sauver, mais je peux vous sauver. Voici ce que vous devez faire dès ce soir. Étape 1. Sortez tous les médicaments que vous prenez sur ordonnance et en vente libre. Alignez-les. Étape 2. Recherchez ces ingrédients. Diphénhydramine, Benadryl, la plupart des médicaments, PM, doxylamine, Unisom, amitriptyline, nortriptyline, antidépresseurs, et tout médicament avec des effets anticholinergiques mentionnés dans les effets secondaires. Étape 3. Vérifiez à quelle heure vous prenez chaque médicament. Si vous prenez un médicament anticholinergique fort dans les 4 heures avant le coucher, vous devez parler immédiatement à votre médecin de passer à un médicament sans effet anticholinergique. Changez le timing plus tôt dans la journée et trouvez des alternatives non pharmaceutiques. Étape 4. Ne combinez jamais plusieurs médicaments avec des effets anticholinergiques. Les risques se multiplient de façon exponentielle. Étape 5. Si vous prenez des somnifères en vente libre comme le Benadryl ou l'Advil PM, arrêtez immédiatement. Ceux-ci ne sont pas conçus pour une utilisation à long terme chez les patients âgés. Ils sont dangereux. Alternative plus sûre. Mélatonine, faible dose, 0,5, 1 mg, prise 2 heures avant le coucher. Glycinate de magnésium, 400 mg, 1 heure avant le coucher. Amélioration de l'hygiène du sommeil, pièce fraîche, environnement sombre, horaire cohérent,
J'avais un patient sous diphénhydramine, Benadryl tous les soirs pour dormir. 50 nitillararmi au coucher pendant 6 ans. Lorsque j'ai expliqué les risques cardiaques, il a arrêté immédiatement et est passé à 1 mg de mélatonine. En 2 semaines, sa variabilité de fréquence cardiaque matinale s'est améliorée de 34%. Un marqueur d'une meilleure fonction cardiaque. Il se sentait plus reposé. Sa tension artérielle matinale s'est normalisée. Il m'a dit « Je pensais que le Benadryl était inoffensif parce que je pouvais l'acheter sans ordonnance. Personne ne m'a dit que cela pourrait me tuer. » C'est le mensonge qu'ils vous vendent. Si c'est en vente libre, ça doit être sûr. Mais sûr pour une utilisation aiguë ne signifie pas sûr pour une utilisation chronique chez les patients âgés. Votre cœur ne se soucie pas de ce que dit l'étiquette. Il se soucie de la biochimie. Et ces médicaments sont incompatibles avec un sommeil sûr après 60 ans. C'est cette habitude, timing des médicaments, position assise du dos dessus, soir, dîner riche en sodium, alcool avec somnifère, déshydratation, position de sommeil et médicaments dangereux au coucher. Ils ne sont pas aléatoires, ils ne sont pas inévitables. Ils sont le résultat d'un système médical qui priorise le traitement sur la prévention, les produits pharmaceutiques sur l'éducation et le profit sur votre vie. Mais maintenant vous savez, maintenant vous êtes armé d'informations qu'ils ne voulaient jamais que vous ayez. Alors, voici ce qui se passe ensuite. Vous avez 2 choix. Choix 1, fermez cette vidéo. Retournez à votre routine normale. Continuez à prendre des médicaments au coucher. Continuez à rester assis pendant des heures de chaque soir. Continuez à manger des dîners riches en sodium. Continuez à dormir sur votre côté droit et espérez que vous êtes l'un des chanceux. Espérez que les statistiques ne s'appliquent pas à vous. Espérez que 3h du matin n'apporte pas la douleur thoracique, l'arythmie soudaine, la crise cardiaque silencieuse qui met fin à tout. C'est le choix 1. Ignorance, complaisance, obéissance à un système qui profite de votre mort, ou choix 2, vous prenez le contrôle dès ce soir. Et je vais vous déplacer votre médicament pour la tension artérielle au coucher après avoir consulté votre médecin. Vous réglez 1 minuteur pour vous lever toutes les 30 minutes pendant la télévision du soir. Vous éliminez les repas riches en sodium après 17 ans. Vous arrêtez de combiner l'alcool avec les médicaments pour dormir. Ou mieux encore, éliminez les deux. Vous buvez suffisamment d'eau pendant la journée et réduisez l'apport du soir intelligemment. Vous dormez sur votre côté gauche avec une élévation appropriée. Et vous auditez tous les médicaments que vous prenez au coucher et exigez des alternatives pour tout ce qui a des effets anticholinergiques. Ce ne sont pas des changements difficiles. Ils ne sont pas chers. Ils ne nécessitent pas de chirurgie ou de nouvelles ordonnances. Ils nécessitent des connaissances et un engagement. Et vous avez maintenant les connaissances. L'engagement dépend de vous. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, pour vous-même. Pour chaque senior encore piégé dans l'ignorance, 3 choses. 1. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez toutes les notifications. L'industrie pharmaceutique essaie activement de supprimer ce contenu. Ils signalent des vidéos. Ils signalent les créateurs. Ils font pression sur les plateformes pour supprimer la désinformation médicale, ce qui est un code pour l'information qui menace nos profits. La seule façon dont cela survit est si vous vous abonnez, si vous vous engagez, si vous montrez à l'algorithme de YouTube que les gens veulent cette information plus qu'ils ne veulent des publicités pharmaceutiques. Seules les personnes qui profitent de votre souffrance ne s'abonneront pas. De quel côté êtes-vous ? 2. Appuyez sur ce bouton j'aime chaque clic. J'aime est un point de données, un signal à l'algorithme que ce contenu compte, que les gens se soucient de la vérité plus que de la propagande. Les lobbyistes pharmaceutiques regardent. Ils suivent ces mesures. Ils font des rapports aux dirigeants qui décident d'escalader ou non les efforts de suppression. Montrez-leur une armée. Montrez-leur que nous ne tombons plus dans le panneau. Montrez-leur que leur empire s'effondre. 3. Partagez cette vidéo avec chaque seigneur que vous connaissez. Vos amis, votre famille, vos voisins, les gens de votre église,
toute personne de plus de 60 ans qui pourrait faire ces mêmes erreurs mortelles chaque nuit. N'envoyez pas simplement le lien en espérant qu'ils regardent. Dites-leur pourquoi c'est important. Racontez-leur votre propre histoire et à vos propres histoires si vous avez perdu quelqu'un à cause d'une crise cardiaque soudaine. Rendez-le personnel parce que l'algorithme ne leur montrera pas cette vidéo. Il leur montrera des publicités pour des médicaments cardiaques à la place. Nous devons contourner leur système, personne à personne, humain à humain. Et commentez ci-dessous. Dites-moi laquelle de ces 7 habitudes avez-vous faites? Laquelle allez-vous changer en premier? Avez-vous perdu quelqu'un à cause d'une crise cardiaque nocturne soudaine que vous réalisez maintenant était évitable? Je lis chaque commentaire. Je réponds à autant que je peux. Ce n'est pas juste du contenu pour moi. C'est un mouvement. Un mouvement pour reprendre le contrôle de notre santé, d'une industrie construite sur notre souffrance. Votre indépendance compte, votre vie compte, votre droit de vous réveiller, demain matin compte. Et personne, pas un dirigeant pharmaceutique, pas un médecin complaisant, pas un système corrompu, n'a le droit de vous l'enlever pour le profit. Alors voici ma promesse. Je continuerai à faire ces vidéos. Je continuerai à exposer les mensonges. Je continuerai à fournir l'information qu'ils ne veulent pas que vous ayez. Mais je ne peux le faire que si vous restez avec moi, si vous vous abonnez, si vous vous engagez, si vous partagez. C'est une guerre, pas avec des armes ou de la violence, mais avec l'information et la vérité. Et les guerres, les sont gagnées par le côté, avec plus de soldats. Alors, je vous demande de vous enrôler maintenant, aujourd'hui. Abonnez-vous, aimez, partagez, commentez. Montrez-leur que nous ne sommes plus leurs victimes. Montrez-leur que nous sommes réveillés. Montrez-leur que leur temps est révolu. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 5 aliments que les seniors mangent au petit déjeuner, pensant qu'ils sont sains, des aliments que leurs médecins recommandent, qui déclenchent des AVC silencieux dans les heures suivant la consommation. Des aliments qui sont dans 87% des cuisines de seniors en ce moment. Vous ne croirez pas le numéro 3. Il est commercialisé comme l'option de petit déjeuner la plus saine pour les seniors. Il est dans les cafétérias d'hôpitaux. Les maisons de retraite le servent tous les matins et il crée des micro-caillots dans votre cerveau qui s'accumulent pendant des années jusqu'à ce qu'un AVC majeur frappe. Cette vidéo sort dans 3 jours. Assurez-vous d'être abonné pour ne pas la manquer. Jusque-là, faites les changements dont nous avons discuté ce soir. Chacun d'eux pourrait ajouter des années à votre vie. Votre cœur vous a gardé en vie pendant 70 ans et plus. Il a travaillé sans relâche chaque seconde de chaque jour pour pomper le sang à travers votre corps et vous garder conscient. Ne le trahissez pas maintenant en continuant des habitudes qui le tuent lentement. Respectez votre cœur. Protégez votre cœur et il vous protégera pendant des années à venir. Merci d'avoir regardé. Merci de vous soucier suffisamment pour rester avec moi pendant 40 minutes. Merci d'avoir choisi la connaissance plutôt que l'ignorance. Maintenant, allez faire les changements. Prenez le tenez d'arrontio, contrôle. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo où nous exposons encore plus de mensonges qu'ils vous ont vendus. Restez forts, restez informés.